dans ce nouveau numéro du Culture Mag, aujourd'hui vous en saurez un peu plus sur le whisky. Cet alcool aussi vieux que la découverte de l'Amérique a fait beaucoup de chemin, des distilleries écossaises jusqu'au Japon. Nous en discuterons avec un spécialiste et passionné. Nous reviendrons aussi sur le raz-de-marée médiatique qui a engendré les déclarations scandaleuses des designers Dolce & Gabbana à propos des bébés éprouvettes. Et puis enfin, rencontre avec une jeune réalisatrice prometteuse du ciné indie américain. Gareth Bradley nous en a dévoilé un peu plus sur son film Below Dreams, l'un des coups de cœur du festival de Tribeca. L'Écosse, on le sait, c'est la cornemuse, les kilts, Sean Connery ou encore le monstre du Loch Ness, mais c'est aussi et avant tout le whisky, la liqueur surnommée l'eau de vie que l'on boit depuis le XVe siècle, fait l'objet d'un rendez-vous qui réunira tous les fans de whisky du monde à Tel Aviv. Ça s'appelle le Whisky Live Tel Aviv 2015 et l'un des organisateurs, Nativ Tsimet, est avec nous pour en parler. Bonjour, bienvenue dans le Culture Mag. Alors Nativ, à part les Irlandais et les Écossais, bien sûr, qui sont les nouveaux grands producteurs de whisky? Aujourd'hui, vous pouvez trouver du whisky dans le monde entier, mais je pense que le plus gros producteur du Nouveau Monde, c'est sans aucun doute le Japon, qui se situe juste derrière l'Écosse, l'Irlande, et il produit du whisky de qualité. On peut en trouver en Suède aussi, en Australie, en Inde, et bien sûr, bientôt en Israël. Qu'est-ce qui fait de ce whisky écossais la référence en la matière? Qu'est-ce qu'il y a de si différent? Eh bien, la plupart des gens diront que c'est l'histoire, parce que ça fait tout. Si on parle de goût, eh bien, ils ont toute une série d'ingrédients que d'autres pays n'ont pas. On parle de la tourbe qui donne un goût fumé. Annie, vous parliez tout à l'heure des whiskies japonais ou tasmaniens d'ailleurs. Pourquoi ils sont si bons? Eh bien, les Japonais sont allés voir les Écossais et ils ont fait la même chose. Ils ont appris d'eux la précision. Ils prétendent seulement le faire mieux que les Écossais car ils sont Japonais. Et vous particulièrement, qu'est-ce qui vous passionne autant dans cette liqueur, dans le whisky? Je pourrais vous donner plein de raisons, que c'est une boisson complexe, qu'elle a une histoire très ancienne, mais en fait c'est surtout le fait de rentrer le soir chez soi et de boire un bon verre de whisky, ou même savourer un verre de whisky l'après-midi. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Et alors qu'est-ce qu'il y a de si particulier au whisky par rapport aux autres alcools? Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir un bon whisky en règle générale? Eh bien, tout d'abord, on a besoin d'ingrédients d'excellente qualité, une bonne eau, on a besoin de céréales, de ferments. Mais encore une fois, le whisky, à la différence de la vodka, est une liqueur avec bien plus d'histoire. Elle existe depuis plus de 600 ans. Et le mode de fabrication n'a pas changé depuis tout ce temps-là. Et ça, c'est incroyable. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce procédé de manière un petit peu plus technique? Generally speaking, whiskey is a bit like beer. De manière générale, le whisky, c'est un peu comme la bière. Le procédé initial est d'ailleurs très similaire à celui de la bière. Mais après, on passe à l'étape de la distillation, qui augmente le degré d'alcool. Mais ce qui fait en fait le whisky aussi complexe, c'est surtout la maturation. C'est ça qui le distingue et qui fait que chaque whisky est différent dans chaque pays. And they're actually quite different between other countries and other whiskies. Est-ce que vous êtes familier avec le whisky israélien? Est-ce que c'est un whisky qui est reconnu dans le monde comme qui pourrait être une référence? Oui, en fait, en ce moment même, on produit le premier whisky israélien dans la distillerie Chalav Udvash, vraiment pas loin d'ici, à Yafo. Et donc, dans 3 ans, on sera, nous aussi, sur la carte. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure de la distillerie, de l'aventure du whisky? Eh bien, il faut venir au Whisky Live de Tel Aviv. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, donc vous avez le rendez-vous en détail. L'alcool est à consommer, bien évidemment, avec modération. Merci beaucoup, Nativ.
Voilà donc pour cette interview qui a été enregistrée au préalable dans nos studios. Cinéma maintenant, mais ciné indé. Je vous propose de partir à la rencontre d'une figure prometteuse du ciné indie américain. Elle s'appelle Gareth Bradley, n'a que 28 ans. Pourtant, elle a déjà sorti son premier film, Below Dreams, qu'elle a présenté l'année dernière au festival new-yorkais de Tribeca et récemment en Israël. D'ailleurs, David Gombin lui a donné un ride entre Jérusalem et Tel Aviv avec Ranchnek. On regarde. Selon le New York Times, c'est l'une des réalisatrices à suivre. À 28 ans, Gareth Bradley est venue en Israël présenter son premier film. Entre une masterclass à Jérusalem et une projection à Tel Aviv, nous lui proposons une interview sur la route. Justement, le mouvement la passionne. Son film Below Dreams suit 3 jeunes habitants défavorisés de la Nouvelle-Orléans en quête de sens et de sortie de secours. Un long métrage sensible et touchant, entre docu et fiction, on n'arrive pas à trancher. Je pense qu'aussi qu'en tant que public, que spectateur, c'est agréable de rentrer dans le film sans ces attentes liées à un certain langage et à certains termes que l'on associe à une œuvre, comme ceux de documentaire ou de fiction. Je pense que parfois, ça gêne plus que ça n'aide. D'ailleurs, le processus de fabrication du film est situé lui aussi entre 2 genres. Je voyageais en bus entre New York et la Nouvelle-Orléans et j'ai rencontré des gens de mon âge. J'avais sur moi juste un appareil photo et un dictaphone. Tu sais, quand tu es assis à côté de quelqu'un dans le bus pendant 37 heures d'affilée, tu apprends à le connaître. De ces rencontres spontanées, elle va en tirer des personnages de fiction. Une fois le scénario rédigé, il est temps de procéder au casting. Je me suis concentrée sur 3 archétypes que j'ai rencontrés en voyageant et j'ai essayé de les retrouver lors du casting en passant par Craigslist. La chose incroyable est que j'ai trouvé des tas de gens rentrant dans ces mêmes cases. Il y avait tant de mères célibataires, tant de blacks se démenant à la NPE, tant de jeunes diplômés qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire. Craigslist, ce réseau social spécialisé dans les petites annonces, permet à Gareth Bradley de recruter des acteurs amateurs pour un rendu encore plus réaliste. J'ai essayé de travailler avec un directeur de casting et avec une équipe d'acteurs professionnels. Mais à vrai dire, la plupart des agences sont faites pour les gros films hollywoodiens. Donc vraiment, faire le casting via Craigslist était une nécessité. Après la réussite de son premier long métrage, elle revendique sa liberté d'expression et n'a pas peur de faire des compromis, même face au succès. Jusqu'ici, je n'ai pas eu à faire de compromis créatifs. Je pense pouvoir me débrouiller pour continuer comme ça. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on doit faire des compromis. Donc la question, c'est quel compromis dois-je faire pour ne pas avoir à toucher au créatif ? Ça, je peux pas te le dire. La réalité du Moyen-Orient nous ramène sur Terre. Celle qui n'hésite pas à flouer les frontières entre les genres a du mal à réaliser l'enchevêtrement des frontières au sol. Tu sais, c'est marrant parce qu'ici en Israël, le conflit me semble à la fois bien là, par exemple quand on franchit un checkpoint, mais en même temps, bien que l'on en parle beaucoup, ça reste très vague pour moi. Arrivée à Tel Aviv, la ville qui ne s'arrête jamais, nous quittons une jeune femme créatrice, sensible, forte et déterminée. Déterminée à aller bien au-delà de ses rêves. À suivre, on va revenir sur ces déclarations des créateurs Dolce & Gabbana qui ont créé une vague de réactions. Mais avant ça, on regarde ensemble le highlight, l'événement à ne pas manquer, sélectionné par la rédaction du Culture Mag.
Salt and Silver, la première expo dédiée entièrement aux imprimés en papier salé, l'une des plus anciennes techniques de photographie. Inventée en 1839 par le Britannique William Henry Fox Talbot, les papiers salés ont rapidement fait le tour du monde, initiant un nouveau langage visuel, le nec plus ultra du moment. Une technique révolutionnaire transformant objets, portraits, paysages et scènes de la vie quotidienne en apportant une esthétique toute particulière et jusque-là encore jamais vue. Les quelques imprimés en papier salé ayant survécu à l'épreuve du temps ne sont généralement que très peu exposés à cause de leur fragilité. Une opportunité rare donc d'admirer ces clichés en collaboration avec le Centre Wilson pour la photographie. Et c'est la journée mondiale des bonnes actions en Israël. 830 000 participants de tout âge et secteur se sont inscrits pour participer à près de 10 000 projets qui ont pour but de faire le ravalement de façades, le nettoyage de plages, de parcs, la création de jardins publics. Tous les volontaires mettent la main à la pâte. C'est un projet qui a été initié en 2007 par Shari Harrison, l'une des femmes les plus riches du pays. Un projet vite repris dans le monde entier. Près d'un demi-million de participants en 2014. Un acte de philanthropie à mettre en perspective néanmoins, puisque la banque appartenant à la milliardaire Harrison a licencié plus de 600 employés au moment où elle annonçait un bénéfice annuel de 630 millions d'euros. Sandy Fortis, bonjour, vous allez faire des bonnes actions aujourd'hui ? Évidemment, comme tous les jours. Allez chercher vos enfants déjà. Stefano Gabbana et Domenico Dolce n'en finissent plus avec les controverses. Deux célèbres créateurs italiens enchaînent les polémiques. Sandy Fortier, vous êtes venu nous en parler, nous parler de ce feuilleton qui affole la toile depuis maintenant plus d'une semaine. Exactement. Alors tout a commencé par une interview dans le magasin italien Panorama. Domenico Dolce avait alors déclaré que les enfants conçus par fécondation in vitro étaient des enfants synthétiques. Plus précisément, il a dit « on naît avec un père et une mère, du moins c'est comme ça que ça devrait se passer et c'est pour cette raison que je ne suis pas très convaincue par les enfants nés de la chimie, les bébés synthétiques, les utérus alloués, le sperme choisi sur catalogue ». Alors vous imaginez bien que cette déclaration n'est pas restée sans réaction. Elton John s'est immédiatement offusqué et exprimé sur les réseaux sociaux en lançant une campagne de boycott de la marque. Le chanteur et compositeur britannique a posté une photo des deux designers en les interpellant. « Comment osez-vous qualifier mes deux magnifiques enfants de synthétiques ? Honte à vous qui pointez vos petits doigts moralisateurs sur la fécondation in vitro qui a permis à des tas de personnes remplies d'amour, hétérosexuelles ou homosexuelles de réaliser leurs rêves d'enfant. Votre pensée archaïque est complètement dépassée comme vos collections. Je ne porterai plus jamais de Dolce et Gabbana ». Alors Elton John s'offusque, c'est pas la seule personne à s'être indignée de cette déclaration. Effectivement, de nombreuses stars se sont ralliées à cette campagne, toujours par le biais des réseaux sociaux. On a pu voir des messages de Ricky Martin, Courtney Love, Ryan Murphy, la tenniswoman Martina Navratilova ou encore Victoria Beckham, qui, on le rappelle, a choisi Elton John pour être le parrain d'un de ses enfants. Alors Madonna aussi a apporté son soutien à Elton John en postant sur Instagram une photo d'une ancienne publicité pour laquelle elle avait participé pour la marque justement Dolce & Gabbana. Elle y avait ajouté un commentaire « Tous les bébés ont une âme, peu importe la façon dont ils arrivent sur Terre ou dans leur famille, il n'y a rien de synthétique dans une âme ». La célèbre animatrice de talk show, Ellen DeGeneres, et sa compagne, Portia Di Rossi, avaient également réagi. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler, ils sont juste ignorants. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a le droit à la liberté d'expression, mais je ne comprends pas qui ils sont et pourquoi ils voudraient dire une chose pareille. Hélène a terminé par dire qu'elle aussi ne porterait plus jamais de vêtements de chez Dolce & Gabbana. Donc Dolce & Gabbana devient la nouvelle bête noire des stars. Alors ces propos ont beaucoup choqué les people, et pas seulement les people d'ailleurs, mais certains sont toujours s'opposent au boycott de la marque. L'actrice Zoé Saldana avait déclaré ce week-end que le boycott de la marque était stupide. Elle avait été interrogée sur le sujet lors des Glam Media Awards et elle avait répondu « Ce serait stupide si ça devait influencer mes choix en matière de mode. Les gens ont le droit d'avoir leur propre opinion. Je n'aurais toutefois pas choisi de faire des déclarations publiques sur un sujet si personnel ». Alors la jeune femme ne comprenait pas pourquoi cette histoire fait tant de bruit. Son mari italien, Marco Perego, avait par ailleurs ajouté que lors de la traduction depuis l'italien, il pouvait y avoir des malentendus. Alors, suite à toute cette polémique, Stefano Gabbana et Domenico Dolce avaient publié un communiqué pour s'excuser d'avoir heurté certains tout en défendant leur liberté d'expression. Ils n'ont toutefois pas résisté à répondre à Elton John. Bref, c'est une histoire qui n'en finit pas.
Et les designers, d'ailleurs, continuent il y a des nouvelles attaques envers les designers. Exactement. Alors, certains semblent très, très remontés contre les deux Italiens. Une publicitaire américaine, Kelly Cutrone, a ressorti une ancienne campagne de pub de la marque qui avait été controversée. Elle date de 2007. Des photos qu'on pouvait assimiler à une simulation de viol en groupe que la jeune femme avait postée sur Twitter aux côtés du message. J'imagine que simuler un viol en groupe, c'est acceptable, mais la fécondation in vitro et le mariage gay ne l'est pas. L'avis selon Dolce & Gabbana, une attaque assez virulente. Il faut dire qu'il y a 8 ans, la campagne avait beaucoup choqué. Elle avait d'ailleurs dû être retirée très rapidement du public. Il y avait David Beckham avait posé pour Dolce & Gabbana aussi sur des affiches. Non, mais beaucoup de stars sont fans, étaient fans des designers, mais c'est vrai qu'avoir ce genre de déclaration... dans le milieu artistique, il y a aussi beaucoup d'homosexuels, c'est très ouvert et c'est évidemment très maladroit. Ils peuvent être pro-famille normale. C'est quand même maladroit de faire de telles... c'est quand même assez violent, de faire de synthétique, telles déclarations. Des bébés synthétiques. Merci beaucoup Sandy Fortis pour tous ces éclairages. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme sur i24news.tv. D'ici là, l'info continue. Bon retour sur la planète Terre.